Oui, oui, alors c'est, de mon point de vue, une question fondamentale pour les villes africaines, c'est celle de la gouvernance de la mobilité urbaine, qui en réalité partout pose des problèmes considérables, pas seulement en Afrique, mais notamment en Afrique, et certainement que les villes qui vont réussir, ce sont celles qui vont trouver la solution à cette équation complexe de la gouvernance. Ce qui veut dire aussi qu'il y en a d'autres qui vont pas trouver la solution et qui vont subir toutes les conséquences négatives de l'absence de prise de décision, l'absence de financement pérenne, l'absence d'intégration entre l'urbanisme et les déplacements, donc des populations qui vont énormément souffrir. Alors, espérons que, et c'est une des vocations fondamentales de Codatu que d'essayer d'aider les gouvernements locaux et nationaux à trouver les solutions adaptées à chaque cas, à cette équation redoutable de la gouvernance de la mobilité. Oui, je voudrais citer le cas du PAMU, du Programme d'amélioration de la mobilité urbaine à Antananarive, que d'ailleurs j'ai mis en œuvre entre 2009 et 2015, qui est un programme tout à fait exceptionnel qui justement travaillait sur l'amélioration du transport artisanal. Ce que les bailleurs ne savent pas faire, les gouvernements ne savent pas faire, eh c'est une coopération décentralisée qui fut la plus importante des coopérations décentralisées entre villes. C'était entre la région Île-de-France et la capitale, Malgache. C'est un programme qui a décidé d'attaquer cette question du transport artisanal et de l'ensemble de la mobilité de manière systémique, c'est-à-dire sous tous les angles, infrastructure, formation, autorité, réglementation, amélioration du matériel roulant, et en prenant le temps d'analyser en profondeur, par exemple, le fonctionnement des minibus. Voilà. Et un élément qui a été très intéressant là-dedans, c'est que pendant 2 ans, on n'arrivait pas à convaincre les propriétaires de minibus qu'ils pouvaient changer leur véhicule pour des véhicules plus modernes, qui consommeraient beaucoup moins d'essence, qui pollueraient beaucoup mieux. Et c'est après 2 ans d'études, quand on a pu reconstituer leur compte d'exploitation, voir en détail qu'est-ce qu'ils dépensent chaque jour avec leur véhicule actuel, des Mazda, et qu'est-ce que coûteraient les véhicules neufs. Et après avoir refait avec eux les enquêtes, après avoir diffusé le compte d'exploitation informatique sous Excel à tous ces propriétaires, après 2 ans de réflexion, de travail avec eux, on les a convaincus qu'ils gagneraient plus d'argent avec les nouveaux bus, parce que les nouveaux bus consomment 2 fois moins de carburant. Or, le carburant, c'est 70% de leur charge d'exploitation. Et là, ils ont été convaincus. Et donc, ça a montré que quand on travaille sur le terrain avec tous ces acteurs locaux, eh ben, il y a vraiment beaucoup de marge pour améliorer les choses. Alors, le changement n'a pas encore été fait en Antananarive pour ceux qui se rendraient sur place, et j'expliquerai dans une autre session les raisons qui sont complexes et surtout politiques. Mais c'était un programme extrêmement intéressant dans son approche intégrée et je dirais décentralisée du transport artisanal. Voilà. Mais ce que je vois émerger globalement et en Afrique très très attractif, c'est ce programme d'espace public. Les espaces publics deviennent un espace, un élément, un instrument, non seulement de participation, de créer une ambiance de ville, c'est de réclamer certains espaces, d'aménager en termes de l'environnement certains espaces. Pour moi, j'ai vu ça dans plusieurs villes africaines, quand l'espace public, quand les politiques publiques ou bien les politiques des villes ou les mairies mettent un peu d'accent, un peu d'investissement sur l'espace public, ça transforme de manière significative l'idée qu'on a de la ville, l'engagement de la société civile, l'engagement du secteur privé. J'ai vu des espaces publics à Conakry qui a été créé par quelqu'un du secteur privé, en passant un français, enfin, vous connaissez Bolloré, qui crée ces espaces publics là dans certains de ses programmes. Et quand on voit l'engagement, que ce soit des jeunes, des femmes et autres, dans ces espaces-là, ça donne espoir. Je crois que s'il y a une chose que les pays, que les villes devraient faire, et parfois ce n'est pas assez coûteux comme les gens y pensent, des petites interventions sur les espaces publics vraiment changeraient la physionomie, changeraient l'idée que les gens ont des villes, amélioreraient la sécurité, amélioreraient peut-être l'engagement des jeunes dans les espaces publics. Donc pour moi, un programme comme celui-là
donne vraiment espoir dans beaucoup de villes africaines. On fait quand même le constat que les villes sont dans la même situation qu'il y a quelques décennies, voire la situation s'est empirée. Donc, à quoi servent les experts si les choses ne vont pas mieux? Alors d'abord, il faut, à mon avis, rester extrêmement humble devant notre métier. Les urbanistes ne font pas la ville. La ville, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, est un processus collectif, politique d'abord. C'est quand même, il y a des gens qui ont la responsabilité de prendre des décisions, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et puis il y a aussi les entrepreneurs, des associations, des citoyens qui font la ville. Et puis il y a aussi des événements extérieurs, les guerres, la croissance économique, la découverte d'une mine. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer comment les villes se font. L'expert, il est là, à mon avis, pour faire deux choses, pour conseiller ceux qui prennent des décisions, en disant, voilà, si vous faites ça, vous risquez d'avoir telle ou telle conséquence, et de leur expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce développement des villes, et puis de mettre en œuvre, de rendre possible les décisions qui ont été prises, en disant, voilà, on a décidé de faire ceci, d'aménager telle zone, de redévelopper tel quartier, de traiter tel bidonville, voilà comment on va s'organiser, voilà comment on va faire, etc. Donc l'expert, il n'est pas là pour penser la ville, et comme les météorologues ne font pas le climat, sinon il ferait toujours beau. Bon. Je pense que sur la question spécifique, effectivement, des villes africaines notamment, pour moi, il y a un vrai déficit d'expertise, et notamment d'expertise locale, évidemment. L'expertise vient trop souvent d'ailleurs. On sait qu'il y a des problèmes de formation des jeunes, alors que je pense qu'il y a pas mal de jeunes sur le continent qui seraient intéressés. Il y a un problème de formation et il y a surtout un problème d'embauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les villes ont quand même très peu les capacités d'embaucher des experts. Donc je sais que le terme d'expert n'est pas toujours très bien présenté et n'a pas une connotation toujours très positive, mais je pense qu'on manque d'expertise, c'est-à-dire de gens qui s'intéressent vraiment aux politiques urbaines aujourd'hui en Afrique. Moi, je crois au pouvoir des collectivités locales et au renforcement du pouvoir des collectivités locales comme étant les gestionnaires de droit, le premier droit des espaces urbains qu'elles ont à administrer. Je crois que c'est un point clé. Alors, c'est quelque chose, c'est une option politique. Hein. C'est une option politique qui est de dire il est important que sur des espaces urbains, sur des villes, les collectivités locales puissent être les chefs d'orchestre, les maîtres d'ouvrage du développement de l'espace sur lesquels elles ont en principe un pouvoir de gestion. Donc moi je crois au rôle des collectivités locales et au renforcement du rôle des collectivités locales dans la gestion des espaces urbains locaux. Ce qui ne veut pas dire que l'État, bien sûr, et l'État central ne doit pas avoir sa place en matière de régulation, en matière d'environnement institutionnel à donner à ces collectivités locales pour qu'elles puissent agir. Quand je parle d'environnement institutionnel, je parle aussi d'environnement financier, etc. Donc, il y a un rôle majeur de l'État en tant que régulateur de l'ensemble du système. Mais je crois en un système fondé sur le rôle prééminent des collectivités locales dans la gestion des espaces locaux. Alors après, il faut que les collectivités locales aient les moyens d'organiser la gestion de ces espaces. Et c'est vrai que ces moyens, on parle souvent, et un certain nombre de bailleurs de fonds ont accompagné ce que nous appelons le renforcement des capacités, etc. C'est un point important. Mais je pense qu'il faut réfléchir aussi à un niveau organisationnel et institutionnel, et pas simplement au niveau du renforcement des capacités, des ressources humaines en mesure de gérer les villes. Donc ce que je crois, c'est qu'il faut avancer dans la réflexion de sorte à pouvoir donner aux collectivités locales le pouvoir institutionnel et le pouvoir financier
d'agir. Ça va au-delà. Donc c'est une organisation institutionnelle du pouvoir qui est en jeu ici, avec des appuis absolument nécessaires, non pas simplement au renforcement des capacités des ressources humaines, mais aussi à comment ces collectivités locales sont organisées, qui renvoie à l'organisation, un appui organisationnel à, je dirais, la définition et la mise en œuvre des compétences qu'elles doivent développer. Donc, encore une fois, après, c'est des options politiques. Moi, je suis véritablement partisan de mettre les collectivités locales au cœur de la gestion des espaces urbains. Vous nous avez dit dans le commentaire de votre parcours, vous avez eu la chance de travailler dans des contextes différents pour des ONG, pour des grands bailleurs finalement, donc aussi dans des institutions extrêmement différentes. Si vous deviez retenir un programme que vous avez trouvé particulièrement innovant ou qui vous tient à cœur? Je retiendrai un programme ou les programmes récents qu'on a été amené à développer dans le cadre de Cities Alliance, et notamment dans le cadre donc, de ces programmes pays dont je vous parlais tout à l'heure, la mise en place à la fois au niveau municipal dans un certain nombre de villes et puis au niveau national de ce qu'on a appelé des forums urbains. Des forums urbains municipaux et des forums urbains nationaux. Comme je vous le disais, pour moi, la ville, c'est un ensemble d'acteurs qui produisent, qui gèrent la ville. Et il me semble qu'ouvrir des espaces où le dialogue et la concertation entre ces acteurs puissent se tenir est un élément clé si on veut produire des villes qui soient des villes efficaces, des villes durables. Enfin, je ne vais pas répéter tous les mots, tous ces mots valises qui sont à l'ordre du jour, résilientes, etc., qui sont à l'ordre du jour international. Pour moi, le dialogue, la concertation, et je dirais, alors je vais peut-être employer des grands mots, la démocratie, dans la gestion urbaine, c'est-à-dire le fait de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui font la ville, c'est une condition d'efficacité. La démocratie est une condition d'efficacité dans la gestion urbaine. Mais alors justement, on est sur Kigali, reprenons Kigali. À la fois, on vante les mérites du modèle Kigali, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Il y a une manière de gérer qui n'est pas la même à Kigali, où vous avez cité Kampala également, et qui nous donne une impression d'un pouvoir extrêmement fort et centralisé. Et d'un autre côté, on veut que les villes, justement, prennent leur autonomie, et donc ça présuppose un pouvoir décentralisé. Alors, comment on gère cette centralisation du pouvoir, décentralisation, et quel est le modèle, finalement, qui donne les meilleurs résultats? Parce que, à en croire aujourd'hui le modèle en vogue, celui de Kigali, c'est quand même une gestion centralisée d'un pouvoir qui permet de mettre en place toutes les choses qui fonctionnent. Exactement. Je crois qu'on a besoin d'un équilibre entre la centralisation et la décentralisation. Et cet équilibre provient qu'il y a des bases qui devront être mises en matière de cadre réglementaire, en matière de politique, en matière de certaines interventions, comme par exemple l'apuration des marchés fonciers, la mise en place de systèmes d'enregistrement foncier. Ce sont des compétences qui dépassent les villes. Donc, une ville peut décider de mettre en place un système d'actualisation de son cadastre, mais s'il n'y a pas des lois au plan national qui gouvernent l'enregistrement foncier, la protection du droit de la propriété, par exemple, le système de taxation, comment ce système va opérer. Donc, le système ne pourra pas être constitué. De même, lorsque vous abordez la question de la compétitivité des villes africaines et vous regardez les différentes compétences avec lesquelles les villes peuvent opérer pour attirer les investisseurs. Donc, une de nos études
qui s'appelle le Competitive Cities Knowledge Base, a donc déterminé qu'il y a 4 secteurs de compétences principales où il faudra une intervention pour renforcer la compétitivité des villes. Les politiques et les institutions, l'accès aux fonciers et aux infrastructures, le capital humain, donc le développement des compétences des employés, la formation professionnelle, etc. Et enfin, l'univers de l'innovation et l'univers du financement disponible donc aux entreprises. Toutes ces compétences-là ne sont pas du domaine principal des maires. Donc, un maire peut intervenir en matière de faciliter l'accès aux fonciers, aux infrastructures, mais il y a très peu qu'un maire peut faire en matière de mettre en place les politiques du développement du capital humain. Ça, c'est au plan national. Il y a peu que le maire peut mettre en matière de cadre réglementaire sur la taxation ou la réglementation de l'emploi, par exemple. Donc, il faudra opérer sur plusieurs niveaux. De même avec la ville de Kigali, donc les fondations de la ville de Kigali, donc déjà que le Rwanda comme pays, comme c'est un pays qui a une superficie qui est très limitée, qui a une densité en matière de population dans le cadre du pays qui est vraiment très élevée. Et donc, c'est un peu les modèles que vous voyez comme dans un pays-ville comme Singapour, etc., où à cause de la densité, la gestion efficace et efficiente du foncier est essentielle pour contribuer au développement économique. Et donc, la base sur laquelle s'est fondé le développement de Kigali, c'était l'apuration des droits de la propriété, l'enregistrement en masse des droits de propriété et du foncier pour permettre l'opération donc d'une économie efficiente à base d'un accès transparent au foncier et de minimisation donc des conflits sur la propriété. Et donc c'est ça la fondation sur laquelle se crée donc le développement de Kigali. Après ça, en matière de renforcement des capacités de la décentralisation des recettes, des compétences et des recettes en même temps. Ça, c'est un processus graduel. Le Kenya a pris une politique de choc, donc on faisait une décentralisation en 2012 ou 2013, qui est accompagnée maintenant avec de très grands efforts en matière de l'implantation de la décentralisation. Le Sénégal a aussi passé l'acte 3 de la décentralisation. Et donc, c'est une combinaison entre la mise en place de systèmes pour accompagner le développement des villes et la décentralisation graduelle des recettes, ainsi que les compétences, bien sûr. Mais alors, on a le sentiment quand même, quand on visite la plupart des grandes villes aujourd'hui, on a quand même un petit sentiment d'échec parce que ça fait des années qu'on essaie de faire des choses, qu'on essaie de tenir comme ça l'urbanisation, qu'on essaie en tout cas de l'accompagner et qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, alors moi je suis prêt à signer pour ce que vous dites, mais qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui on va y arriver et on va pouvoir faire ce qu'on ne faisait pas il y a 10 ans ou 20 ans? Disons que le rythme d'urbanisation en Afrique aujourd'hui est quelque chose qui n'a jamais été connu par le passé. Donc le défi est quand même très, très grand. Et donc, qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui on y arrive? C'est une vraie prise de conscience des autorités locales et une vraie volonté de retenir cet étalement urbain, c'est-à-dire effectivement de maîtriser leur foncier et d'appliquer des planifications qui seraient faites en ce sens. Donc nous appuyons, accompagnons, etc. Mais in fine, les personnes qui sont à l'œuvre et qui sont responsables de la maîtrise de leur territoire sont les collectivités en lien avec leurs habitants et avec leur secteur privé. Qu'on comprenne bien, quand vous dites « on », qui c'est ce « on » ? C'est le bailleur, c'est la collectivité locale, c'est le ministère, c'est tout le monde ? La demande première, elle vient de la maîtrise d'ouvrage. Donc, selon les endroits, c'est l'État ou la collectivité locale. Nous, dans notre stratégie ou dans notre façon de travailler, on met toujours les collectivités locales au cœur de notre dialogue. Donc, les collectivités locales font le recensement de leurs besoins avec les habitants.
et avec des processus participatifs comme on a évoqué. Et sur cette base, on entame un dialogue parce que malheureusement, souvent, comme on l'avait dit au début de cet entretien, les besoins sont bien plus importants que les financements que nous pouvons apporter. Donc sur la base des recensements qui sont faits par les collectivités, on entame un dialogue entre nous, bailleurs et la collectivité, pour prioriser les infrastructures qui peuvent être financées et atteindre les objectifs décidés de façon conjointe. Ce n'est jamais la faute ou la responsabilité d'un seul groupe d'individus. Bon, les politiques, bien sûr, mais vous avez aussi les groupes de pression, vous avez aussi les groupes religieux, vous avez aussi la manière dont l'enseignement est fait dans les écoles, l'implication davantage des femmes, la scolarisation des femmes, on sait que ça a une influence aussi très, très importante sur le taux de fécondité. Donc, je veux dire, c'est pas seulement les politiques, oui, c'est très, très important, bien sûr, puisque c'est eux qui vont pouvoir mettre en œuvre des programmes pour soutenir ces idées-là. Mais ça doit être un projet de société, en fait. La difficulté aussi, je crois que l'avenir pour beaucoup de villes, c'est l'organisation des communautés et l'action que les communautés peuvent exercer sur les dirigeants des villes et les dirigeants de l'État. Là, je crois que l'Afrique a un certain nombre d'atouts parce qu'il y a des traditions communautaires très anciennes enracinées en Afrique, mais a quelques difficultés parce que regrouper les gens comme ont su le faire les Latino-Américains, qui avaient une culture dont les racines étaient différentes, ce sera peut-être plus difficile en Afrique. Il est beaucoup plus facile, beaucoup plus sûr que les élus soient proches des citoyens, même si un jour un haut fonctionnaire d'un pays d'Afrique me disait, vous savez, si on décentralise, on va décentraliser la corruption. Mais à la limite, ça n'a pas trop d'importance. Elle est décentralisée, les gens sont mieux à même de s'en défendre, de s'en protéger. Voilà. Donc, je ne suis pas certain que la question de la décentralisation soit une question absolument clé. Moi, j'ai été le témoin dans les années 80 du déploiement grande échelle de politiques de décentralisation dans les pays d'Afrique francophone. C'était la conséquence lointaine des lois de fer. On répliquait, il y a des juristes qui sont venus de France, qui ont aidé les États africains. Mais la décentralisation n'a pas toujours pris, ça n'a pas toujours. Et je ne crois pas que ce soit vraiment une très bonne solution, une solution qui marchera partout. Je pense que c'est une bonne option. C'est mieux qu'une forte centralisation. Ça fait peut-être moins de dégâts. C'est pas toujours beaucoup plus efficace, d'autant plus que la décentralisation, les exemples qu'on connaît, la décentralisation d'abord n'a parfois été qu'une déconcentration de responsabilité. Et d'autre part, la décentralisation s'est inscrite dans un contexte où les collectivités territoriales n'avaient pas beaucoup de ressources. Et il y a eu un transfert de responsabilité, très souvent, sans transfert de moyens. On l'a constaté, je dirais, dans au moins 2 pays sur 3. L'absence de moyens, y compris humains. Les fonctionnaires qui ont l'habitude de vivre dans la capitale n'ont pas très envie d'aller... Alors, je ne suis pas absolument certain que la réponse soit là. On parle aujourd'hui de plus en plus d'impliquer les communautés dans la réflexion, dans le fonctionnement des villes. Si on veut être un peu polémique, n'est-ce pas, selon vous, une manière finalement pour les élites de se dédouaner et de faire porter les conditions d'un échec futur ou probable sur les mauvaises personnes. Alors, je sais que certains n'aiment pas cette classification des élites. Dans ma pratique au quotidien, on voit qu'il y a un petit groupe de gens qui prennent des décisions. Et est-ce que on n'a pas aujourd'hui cette tendance finalement à faire en sorte que les élites finalement essaie de se dédouaner d'un certain nombre de choses en faisant porter la responsabilité sur les communautés qui souvent n'ont pas les moyens de mettre en œuvre la politique qu'elles aiment mettre en œuvre. Ce serait triste si c'était l'intention de ces élites en question que de chercher à se dédouaner. Parce que ce que vous venez de dire m'inspire une pensée. Je pense que une partie du problème de la façon qu'on a eu d'appréhender notre époque
en Afrique, je me permets de faire cette généralité-là. En tout cas, pour ce que je sais de ce continent-là, donc la Côte d'Ivoire, par exemple, et l'Afrique de l'Ouest de manière plus générale, c'est qu'on a, à mon avis, créé une espèce de dichotomie entre ce qu'on considère comme faisant partie du moderne et ce qu'on considère comme faisant partie de la tradition. Et à cause de cette dichotomie-là, on a dissocié les manières de réfléchir à la réalité vécue. Et on a fait comme si les seules personnes qui avaient été éduquées sur le plan des études, hein, quand j'y éduqué, donc qui étaient allées dans les universités, dans les grandes écoles, que ces personnes-là étaient les seules habilitées à se prononcer sur l'avenir des communautés. Et donc, en ce qui me concerne, repartir vers la communauté pour leur parler est quelque chose de bénéfique en soi. Ce qui est critique, c'est de savoir comment ce retour vers la communauté sera articulé et si, en vérité, la voix des personnes qui sont dans la communauté sera entendue pour ce qu'elle est. Parce que si ce que les communautés préconisent, ou leurs représentants, parce que tout le monde est représenté, et ça, il faut faire attention à ce détail-là, qui parle au nom des communautés? Qui sont les communautés? Il faudra faire attention à ce que ces communautés diront à travers leurs représentants soit pris en compte en tant que tel et non pas raillé et mis de côté ou bien considéré comme étant la raison d'un échec futur. Parce que ce ne serait qu'une manière de renforcer le pouvoir de ceux qui en ont déjà. Et le but du jeu, si c'était ça le but du jeu, c'est que c'est une opération qui en fait est une fois de plus au service du pouvoir et donc ne servirait pas véritablement les buts qu'elle se serait énoncée au départ. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne confond pas un peu le processus et l'objectif? Est-ce qu'on n'a pas tendance à imaginer que seule la bonne gouvernance peut amener quelque chose, on ne sait pas quoi? Et quelle est votre position, ou quelle est la position de l'historien par rapport à cette bonne gouvernance, à cette démocratie dont on ne sait pas exactement quel contour elle aurait, mais qu'on essaie à tout prix de mettre comme étant l'élément central et libérateur et qui permettra le développement économique et tout ce qui s'ensuit? Alors, je remercie cette question. Je pense que le problème principal de la question de la démocratie... Alors, il faut qu'on reparte un peu en arrière. Quand, dans les années 1988-1991, il y a eu une espèce de mouvement international de démocratisation, quand je dis international, c'est véritablement quelque chose qui a touché tous les continents. En juin 89, il y a eu les événements de Tiananmen en Chine. Dans la même année 89, le mur de Berlin a tombé, pas très loin de nous, ici en Europe. Au même moment, les dictatures latino-américaines s'effaçaient. Et c'est à cette époque-là aussi que Nelson Mandela est sorti de prison et que le démantèlement du régime de l'apartheid a commencé en Afrique du Sud. Et partout sur le continent africain, il y avait soit des conférences nationales, soit des retours ou de la fin des régimes de parti unique. Donc, il y a eu un vent comme ça de démocratie qui a soufflé sur le continent africain, un peu partout sur la Terre. Donc, c'était un mouvement international. Ça, c'est la première des choses qu'il faut voir. La deuxième des choses, c'est que ce qui a peut-être manqué à ce mouvement, avec un peu de recul, c'est la possibilité offerte au peuple sur le continent africain de définir eux-mêmes ce qu'ils entendaient par démocratie. C'est-à-dire que la démocratie est le résultat d'un processus historique dans une société donnée. En Europe aujourd'hui, si on parle de gauche et de droite, peu de personnes le savent, mais c'est parce qu'au moment de la Révolution française, les forces conservatrices au sein de l'Assemblée, donc ce qui venait de devenir l'Assemblée nationale, se sont assises à droite et les forces progressistes se sont assises à gauche. Et c'est ce qui a structuré la pensée politique européenne jusqu'à présent. Et ça, c'est une réalité historique issue justement des contradictions même des sociétés européennes de l'époque, de la révolution industrielle, des révolutions politiques qui s'en sont suivies, etc. Je ne pense pas que la possibilité de définir les institutions démocratiques auxquelles les peuples africains voudraient se donner, je ne pense pas que cette possibilité-là ait même eu le temps d'exister parce qu'il y a eu un mouvement de retour qui s'est produit au cours des années 89, donc 91, en même temps qu'il y avait les combats démocratiques qui aboutissaient à une forme de résultat concret avec le retour du multipartisme, par exemple. Il y avait sur le plan de la gestion financière des États
les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et dans le cas des pays d'Afrique francophone de la zone CFA, il y a eu la dévaluation de 1994. Et donc, je pense que cette contradiction-là, entre l'avènement d'un espace de liberté conquis par les peuples, d'un côté, la restriction des possibles en matière de développement économique de façon très concrète, en matière de développement des infrastructures de santé, des infrastructures scolaires, des infrastructures urbaines, a fait que la possibilité de s'exprimer et d'aller au bout de sa pensée en matière de ce que l'on voulait se donner comme institution démocratique a été limitée. Et nous ne sommes pas encore sortis de ce problème. Parce que tant que les peuples africains eux-mêmes n'auront pas défini, de concert avec leurs élites, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire en dehors des élites, mais n'auront pas défini les institutions et le type d'institutions démocratiques qu'elles veulent se donner, la question de la démocratie que vous avez posée restera. Parce qu'on aura toujours le sentiment d'avoir emprunté quelque chose à quelqu'un d'autre.